Samedi 20 janvier 2024, bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde. Nous allons parler tour à tour de la République démocratique du Congo où 3 opposants appellent à manifester contre la victoire du président Félix Tshisekedi qui prête serment également. Nous parlerons aussi du Burkina Faso pour évoquer cette vague d'arrestations après une tentative de coup d'État, une énième tentative d'ailleurs selon les autorités. Nous irons du côté du Niger qui renforce sa coopération militaire avec la Russie. On évoquera également le Bénin qui a réceptionné ses premières doses de vaccins anti-paludisme. Et puis le Togo, la visite du chef de la diplomatie chinoise au Togo. Est-ce que c'est le multilatéralisme assumé du côté de Lomé? Pour évoquer ces sujets, 2 invités avec moi sur le plateau. Louis Kamako. Louis Kamako, il est journaliste. Il est avec nous. Bonsoir Louis Kamako. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup. Et comme on le dit, jusqu'au 31 janvier, on peut se souhaiter les vœux. Bonne année 2024. Bonne année à vous aussi. Bonne année à toute ma famille, notamment à Madame Gaba Jacqueline et à Gaba Rose et à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Face à vous, Kosigan Akwete, président de AJD, Association des jeunes pour le développement. Bonsoir Kosigan Akwete. Bonsoir Maître Sam. Il y a un moment là. Vraiment. Voilà. Heureuse année 2024. À vous pareillement et merci à tous les militants de l'AJD, spécialement ceux de Klikamé, de Tchekotoé, de GI, chez Kadevi, et à tout ce beau monde qui sont nos sympathisants, nos membres un peu partout au Togo. Est-ce que vous avez repris du service au niveau de l'AJD? Oh, depuis longtemps, non? On est en activité chaque fois. Il y a même le 14 janvier, nous devrons jouer une finale de football à Bojomé. Mais bon, pour raison de santé et tout, on n'a pas pu le faire, mais je pense que d'ici la fin du mois, ce serait effectif. D'accord. Dès que prêt, on informera le public. Bien évidemment, merci beaucoup et félicitations. On part du côté de la République démocratique du Congo. Je le disais, les candidats à la présidentielle Martin Fayoulou, Floribert Anzoulouni et Moïse Katumbi continuent de maintenir leur position en faveur de l'annulation des élections de décembre 2023, lesquelles élections ont vu au niveau de la présidentielle se confirmer la victoire du sortant Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les candidats de l'opposition pointent du doigt des irrégularités, des actes de fraude documentés par les observateurs et même dénoncés par certains membres de la majorité au pouvoir. Par conséquent, ils lancent un appel à la mobilisation en vue de la manifestation prévue ce 20 janvier. Aujourd'hui, justement, samedi, investiture donc de Félix Tshisekedi au niveau de la RDC, investiture à laquelle plusieurs délégations d'une trentaine de pays sont invités. Kosigan Akwete, on avait déjà vu il y a 5 ans lors de la présidentielle, l'un des candidats, notamment Martin Fayoulou, est resté dans la contestation sur le quinquennat. Aujourd'hui, on reprend la stratégie de la contestation. Est-ce que le chien n'aboie pas pendant que la caravane est en train de passer? C'est vrai que le chien aboie, mais la caravane va passer, seulement que ça ne fait pas honneur à l'Afrique et au Congo démocratique, vu tout ce qui entoure cette élection. Qu'il vous souvienne que l'opposition a dénoncé en amont les préparatifs de cette élection-là, à commencer par cette affaire de experts, des experts qu'ils ont invités pour venir auditer le fichier électoral, que beaucoup ont trouvé insuffisant, et les gens n'ont pas compris pourquoi ce sont des experts venus d'ailleurs et qui n'avaient pas alors d'experts congolais venus peut-être des partis politiques, ne serait-ce que pour voir ce qui se passait là-bas. Vous allez constater que même le président Tshisekedi s'en est pris à l'église catholique, à qui il a vertement demandé alors de s'occuper de ces affaires que de faire des interférences dans les préparatifs de cette élection-là. Il y avait aussi le problème du président de la commission, je crois, électorale nationale indépendante, je crois que c'est la CENI chez eux. Et donc ce président a aussi fortement contesté. Et quand nous prenons même l'élection proprement dit au fond,
Vous avez tous suivi, comme moi, comment des bureaux de vote n'ont pas pu voter le même jour, toutes les insuffisances de matériel, d'autres matériels qui ne travaillaient pas, une élection où pratiquement, je pense, moins de 50% de la population ont pu participer à ces élections. Et puis, l'Église catholique qui avait couvert tous les bureaux de vote d'observateurs n'a pas eu peut-être la main libre, ne serait-ce que pour parler un peu de ce qu'elle a pu observer au cours de ces élections. Alors, quand nous prenons tout ça, je pense que l'Afrique doit faire mieux que ça, et que Tshisekedi a préparé le terrain à des contestations. Même si vous prenez le résultat des législatives issues de ces élections-là, où lui seul a eu plus de 449 sièges, je pense que ça n'a pas été du tout sérieux. Mais là où le bas blesse, c'est que les acteurs de la société, de l'opposition ont tous participé à ces élections. Pour moi, c'est vrai que le boycott n'est pas à souhaiter, mais il fallait que toutes ces manifestations soient peut-être quand on préparait les élections pour contraindre le gouvernement à aller au consensus avec eux, que les choses soient bien faites. Maintenant que voilà, tout a été fait et que la messe est dite, je pense que ils sont malheureux, hein, c'est vrai, mais la caravane Tshisekedi va passer. C'est vrai que les contestations vont l'empêcher de démarrer tout de suite le programme politique qu'il espère alors déployer au Congo, mais vivement que cela cesse en Afrique. Alors, je l'ai rappelé pour son quinquennat qui s'est achevé. Félix Tshisekedi a fait face à une opposition très farouche. Ça ne l'a pas empêché de poursuivre. Est-ce que vous pensez qu'une annonce de manifestation l'inquiète outre mesure? Non, cette manifestation n'inquiète personne. Et comme disait M. Kossinga tout à l'heure, je pense que le vin tiré, on ne peut que le boire, parce que l'histoire se répète, hein, malheureusement, parce que et c'est comme ça en Afrique, généralement, on a tout cyclique là. Élections, contestations, manifestations et puis perte en vies humaines. Et c'est à cela qu'on va encore assister au Congo, parce que vous dites justement que cette manifestation a lieu aujourd'hui, jour de l'investiture du président, où tout le Congo sera sous haute surveillance policière, justement pour protéger les différentes délégations qui seront là. Donc je pense qu'on ne peut pas et on ne doit pas justement tolérer certaines manifestations. Mais malheureusement, ça va avoir lieu, parce que les opposants ont appelé à manifester justement que les militants vont descendre dans les rues, et après il y aura généralement jet de gaz lacrymogène et puis des tirs de sommation. En fait, ils vont peut-être tirer sur la foule, et puis, et comme je le disais, on va résister justement des morts d'hommes, et malheureusement, et c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est le scénario qui se dessine. Maintenant, ce qu'on demande aujourd'hui à l'opposition, c'est d'apporter une preuve. On sait, on a suivi de loin cette élection, on sait que cette élection-là n'a rien de crédible, n'ont montré aucune once de crédibilité, parce qu'on a vu que des bulletins étaient prévotés et que les élections, même en soi, qui étaient prévues pour se dérouler pendant une journée, ont été étalées sur 4 ou 5 jours. Et à côté, au même moment où le dépouillement se faisait, certains bureaux de vote continuaient justement par donner l'opportunité aux citoyens de continuer par voter. C'est des choses en réalité, ce sont autant de pépins techniques, autant de pépins logistiques qui font dire aujourd'hui que ces élections-là n'ont pas été transparentes, n'ont pas été crédibles. Et donc, mais quand vous êtes dans un État démocratique, entre guillemets, parce que la démocratie en Afrique, moi je la prends toujours avec beaucoup de pincettes. Et quand vous êtes dans un État démocratique, vous êtes dans un processus d'État démocratique, il y a des principes à respecter. Aujourd'hui, les résultats en question ont été validés par la Cour constitutionnelle, dont ces décisions sont inattaquables. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui aux opposants, c'est d'apporter une preuve. Il faut au moins qu'il y ait au moins un adminicule, c'est-à-dire un commencement de preuve, pour prouver réellement que ces élections-là n'ont pas été transparentes et qu'ils ont été volés, et qu'ils ont été volés. Malheureusement, il ne peut pas prouver. Il ne peut pas le prouver aujourd'hui.
Et parce que, généralement, je le disais, parce que tout est fait à dessein pour qu'à l'arrivée, on cloue le bec, en fait, aux contestataires. Donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Tshisekedi, il va prêter serment pour son deuxième mandat. Les gens vont manifester. Après, il y aura des innocents qui seront morts et d'autres seront jetés en prison juste parce que la manifestation n'a pas été tolérée. Et juste parce que aussi, il faut protéger le fauteuil présidentiel du prince. D'ailleurs, l'opposition a refusé de donner l'itinéraire de sa manifestation. Elle en a plutôt appelé à une manifestation gigantesque dans les principales villes du pays. Pendant que nous parlons, l'investiture de Félix Tshisekedi est en cours. Est-ce que finalement, ce que cherche l'opposition, c'est de troubler cette cérémonie-là? Elle ne pourra même pas le faire. Pourra même pas le faire parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Il y a des invitations adressées à des chefs d'État et autres qui seront là ou peut-être envoyer des délégations. Donc à Kinshasa, je ne pense pas que cette initiative puisse prospérer. Et même si elle va prospérer, c'est au péril peut-être des jeunes innocents qui seront jetés en pâture, en prison. Peut-être d'autres vont passer de vie à trépas. Car pour peut-être les provinces et autres, il y aura peut-être des manifestations qui seront tout de suite étouffées par la police ici et là. Donc moi je dis l'opposition congolaise s'est levée un peu plus tard et a subi alors cette douche froide de Tshisekedi. Mais on ne dirait pas que c'est le fils c'est le fils de l'opposant historique d'Étienne Tshisekedi. Tout est fait à dessein aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qui font que voilà, beaucoup de personnes voient l'Afrique comme toujours dans les années d'après l'indépendance, où il n'y a pas une évolution. On dirait qu'il n'y a pas peut-être de grands politologues ou de grands experts, ou peut-être les Congolais sont aujourd'hui incapables d'organiser des élections libres, transparentes et équitables. Toutes choses qui rendent peut-être le pays plus prospère et permettent surtout à celui qui a gagné les élections d'avoir les coudées franches pour alors conduire le pays selon son programme politique. Voilà, et tout ce qui se fera dans les années à suivre par Tshisekedi rentrerait directement dans les compromissions. Il n'y aura jamais les coudées franches, il y aura la corruption, il y aura tout ce qui peut bloquer alors le Congo de se développer. Quand vous voyez comment il a pris le pouvoir, il a mis pratiquement tout le quinquennat pour se débarrasser des gens de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il aura toutes les peines alors pour mettre le pays au travail, avoir Martin Fayoulou, Katumbi et autres. C'est des grands politiques qui ont aussi leur mot à dire. Et même demain, s'il faut avoir peut-être un gouvernement d'union nationale, ça ne va pas faire décoller le Congo. C'est le Congo aujourd'hui le seul pays le plus riche en Afrique, voire le plus riche au monde par son sous-sol, mais dont la population ne bénéficie pas malheureusement. Et après, on va se mettre à accuser le Rwanda. Peut-être le Rwanda non plus n'est pas très innocente, parce que les États-Unis ont prouvé que le Rwanda y est pour quelque chose dans la déstabilisation de l'Est. Je continue pas à dire quelque chose. C'est vrai que Kabila, le père, est venu chasser Mobutu, mais n'a pas appris de lui comment il a pu rassembler alors tout le Congo Zaïre dans le temps et sans division, et a pu le conduire pendant plus de 2 décennies. Ils n'ont pas appris ça. D'accord. Est-ce que vous pensez que pour ce deuxième quinquennat, parce qu'on l'a dit, quel que soit ce qui se passe, Félix Tshisekedi est déjà déclaré vainqueur, confirmé par la Cour constitutionnelle, donc rien ne troublera sa victoire, les élections ne seront pas annulées, mais est-ce qu'il aura les coudées franches pour gouverner pour ce second mandat? Et il faut le rappeler, il a une majorité très confortable à l'Assemblée nationale. Et pas que ça, parce que c'est la première fois d'ailleurs que vous réalisez qu'un candidat à l'élection présidentielle réalise un score de plus de 50% au suffrage exprimé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la politique ou bien la gouvernance de Tshisekedi est en train d'être appréciée par la majorité des Congolais.
C'est vrai, on l'a dit que les conditions dans lesquelles les élections ont été déroulées n'ont pas été transparentes, mais après tout, parce que je le disais, c'est-à-dire qu'on a crié au vol, on a dit qu'on a dénoté, ou bien on a noté des centres de vote où des bulletins ont été pré-votés, mais pour pas de mesures de précaution. La CENI a pris soin justement d'annuler le vote dans ces centres de bureaux de vote là, où on a vu que des bulletins de vote ont été pré-votés. Donc c'était fait pour que justement on n'arrive pas à ce genre de situation, pour que les gens ne crient pas au vol et pour qu'on dise que Tshisekedi n'a pas été élu dans les normes de l'art, en fait. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, voilà. Pour qu'on ne dise pas que Tshisekedi n'a pas été élu dans les règles de l'art. Donc aujourd'hui, quand vous voyez tout ça, vous allez me donner raison que sa gouvernance est en train d'être appréciée. Et donc, lui va dérouler son programme, il va continuer par le faire. C'est vrai qu'il a fait pas mal de réformes. Quelqu'un disait qu'il s'est débarrassé des militants et sympathisants de Joseph Kabila quand il est arrivé. Et on sait qu'il est arrivé aussi juste parce qu'à un moment donné, il y a eu des négociations entre ces deux-là. Mais après, il a su prouver, il a montré de quoi il est capable. Donc aujourd'hui, il est en train d'être passé. Donc je pense que ce que demandent en fait les opposants aussi, ils doivent donner libre cours à leurs sentiments. Donc ils sont dans leur rôle d'opposants, c'est-à-dire que contester ou bien s'opposer à une quelconque politique. Donc la manifestation de demain, je ne pense pas que d'abord la manifestation n'est pas autorisée. Et je ne pense pas qu'on verra Moïse Katumbi ou bien Martin Fayulu sur le terrain. Ce qu'on verra, ou bien ce qu'on va voir peut-être tout à l'heure si vous allez sur le terrain, c'est peut-être des innocents, quelques badauds, entre guillemets, des aigris qui ont besoin de se servir de la rue pour s'exprimer. Et malheureusement, comme je le disais, après eux, ils vont peut-être se retrouver en prison et des gens parmi eux seront morts. Donc c'est ce que je déplore. Et donc, mais est-ce que vous pensez quand même que l'opposition va pouvoir maintenir la contestation sur la durée? On a vu Fayulu le faire pendant 5 ans, mais en réalité ça n'a pas empêché Tshisekedi en fait de dérouler son programme de société, comme je le disais tout à l'heure. Parce que parfois aussi, quand ça devient de trop, ça s'émousse en fait. Et donc quand ça prend du temps, ça fatigue les gens. Et à un moment donné, ils tentent d'oublier parce qu'ils disent qu'il faut plutôt continuer par aller sur le terrain travailler. Je pense que les opposants, en l'occurrence Martin Fayulu, sont restés dans ce format, dans cette posture-là pendant 5 ans. Et malheureusement, je le dis comme ça, sans pouvoir aseptiser mes propos, ils sont restés comme ça et ils ne sont pas allés sur le terrain travailler. Parce que vous allez constater que au cours de ces élections-là, Tshisekedi était le seul candidat à pouvoir animer des meetings de campagne dans toutes les provinces en Est des Congo. Et donc, il a animé au total 52 meetings, si mes calculs sont bons, et il a parcouru toutes les provinces. Alors que les gens se sont arrêtés à Lubumbashi, non, mais c'est pas ça. Et donc il faut normalement aller sur le terrain, expliquer. D'abord, on parle de 4 élections en une, les législatives, les régionales, la présidentielle et les locales. Et c'est également une première dans l'histoire du Congo. Alors il doit y avoir en amont, il n'y a pas une pédagogie qui va justement expliquer aux militants comment voter et tout. C'est ce qui a entraîné tout ce cafouillage aussi. Voilà, ça aussi en est pour quelque chose en fait. Le coupage des élections, 4 élections en une. Et moi j'ai toujours dit élection unique, élection cynique en fait. Quand c'est comme ça, c'est tout un cafouillage. Les gens ne maîtrisent pas le mécanisme, les gens ne savent pas comment voter. Et du coup, il y a tellement de bulletins nuls. D'accord. Et quand c'est comme ça, ça désavantage tout le monde. Alors, selon les résultats, de toute façon, Félix Tshisekedi est le vainqueur, suivi de Moïse Katumbi, de Martin Fayulu. Au niveau de l'Assemblée, Moïse Katumbi également, il a quelques députés qui ont été déclarés élus, mais la question se pose, est-ce que son parti va siéger, d'autant plus qu'ils sont en train de contester les élections? Donc siéger reviendrait à reconnaître tacitement la validité
validité. Il dit, je ne suis pas le seul à décider, nous allons bientôt nous réunir avec nos partenaires et pour le moment, nous avons décidé de n'envoyer personne à l'Assemblée nationale. Nous allons nous réunir et donner notre position. Est-ce que vous pensez qu'il doit être dans une posture radicale et ne pas y aller simplement? Non, je pense que toute l'opposition a eu 30 sièges, 30 sièges ou quelque chose comme ça. Mais la politique de la chaise vide n'a jamais servi, aux partis qui adoptent cette stratégie. Le mieux, c'est que voilà, ils mettent la balle à terre pour aller à l'Assemblée nationale. Ils auront aussi à dire quelque chose. N'oubliez pas que pour faire passer certaines voix, il y a la minorité de blocage. Oui. Alors, qui met son veto. Pour tout ça, il va falloir qu'il aille. Mais je ne vois pas Katumbi ne pas aller à l'Assemblée nationale. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'il aura des gouverneurs aussi, lui, et tout. Et donc, toutes choses qui vont peut-être forcer Katumbi a envoyé ses députés à l'Assemblée nationale. Mieux vaudrait participer à la vie législative et placer peut-être cette demande pour que voilà on puisse vous écouter. Entre-temps, je me suis dit, c'est parce que Fayulu s'est mis dans la contestation 5 années qui a émoussé l'ardeur de ses sympathisants. Aussi, ce n'était plus l'effet Kabila. C'est parce qu'on voulait dégager Kabila, et c'est ça qui a fait que Martin Fayulu avait eu plus d'électeurs dans le temps. Voilà que ce n'est plus Kabila que c'est Tshisekedi. La donne a changé. Ils avaient pratiquement les mêmes supporters. Une raison pour laquelle eux, ils n'ont pas eu beaucoup de sièges peut-être. Mais il faut dire aussi que les élections n'ont pas été bien organisées. Mais qu'à cela ne tienne, les sièges de Katumbi ne resteront pas vides à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il enverra ses députés. Oui. Non, là, je pense que c'est un langage politique, un langage où il y a la démagogie, où il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Parce que Fayulu est resté dans la posture de constatateur depuis 5 ans, mais cela ne lui a pas empêché de participer à ces élections-là. S'il participe, ça veut dire qu'à un moment donné, il a reconnu l'élection de Félix Tshisekedi. Donc on est presque, c'est pour ça que je disais tout au début que l'histoire se répète en fait. C'est-à-dire que s'il était justement cohérent, il était conséquent envers lui-même, il n'allait pas participer à ces élections parce que il n'a jamais reconnu, il dira qu'il n'a jamais reconnu Félix Tshisekedi comme étant président. Mais du moment où il participe à ces élections, ça veut dire qu'il a, à un moment donné, il a validé l'élection de Félix Tshisekedi. Et donc c'est pour ça que je dis que tout cela, ce ne sont que un langage politique, c'est un moyen de pression peut-être aujourd'hui sur Félix Tshisekedi, mais je pense qu'on l'a dit tout au début, le vin est tiré, on ne peut que le boire, parce que Félix Tshisekedi ou bien la CENI n'a pas dépensé plus de 1 milliard de dollars pour organiser des élections et les reprendre après. Pour les reprendre, d'accord. Voilà. On passe au second sujet, c'est le Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso dit avoir déjoué une énième tentative de coup d'État, tentative de déstabilisation, et lancé une traque contre un réseau impliquant des militaires et des civils. Je lis les termes du communiqué. Le gouvernement informe le peuple burkinabé que depuis le 13 janvier, les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation du Burkina Faso. Le communiqué est signé du ministre de la Communication Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ce réseau qui implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres, planifiaient de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté, la souveraineté de notre pays. Louis Kamako, on parle de énième tentative de déstabilisation. Qu'est-ce qu'il a de si particulier le pouvoir du capitaine Traoré pour être autant la cible de gens mal intentionnés? Mais ce qu'il y a de particulier, ce sont les efforts que le jeune capitaine est en train de faire. Vous m'excusez le thème, il est jeune parce que il a presque le même âge que moi. Donc ce sont les efforts admirables, les efforts incommensurables justement qu'il est en train de faire depuis qu'il a pris le pouvoir. Il a déposé Damiba. Damiba qui a déposé Roch Christian Kaboré.
et à son tour, il a été déposé par son frère d'armes. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez à peu près le bilan, Ibrahim Traoré est en train justement de sortir le Burkina Faso de l'ornière. Et on a vu que quelques victoires ont été engrangées sur le terrain où ils ont procédé à des frappes un peu partout. Parce que l'épineux problème, c'est justement le terrorisme, ce sont les attaques terroristes. Donc aujourd'hui, il faut falloir identifier les terroristes et aller les chercher juste dans leur dernier retranchement. Et donc, Ibrahim Traoré il le fait. Et on le voit lui-même sur le terrain tout le temps. Et donc, c'est des choses en réalité qui font qu'aujourd'hui, les ennemis du succès, les ennemis du progrès veulent justement lui mettre les bâtons dans les roues. Et à côté, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord par le fait qu'aujourd'hui, ils tentent de se démarquer d'une puissance comme la France. Et aujourd'hui, on sait que avec le Mali, le Niger, ils ont formé ce qu'on appelle l'alliance des États du Sahel. Des États du Sahel. Et aujourd'hui, leur partenaire privilégié, c'est la Russie. Et on a vu que grâce à la Russie, ou bien avec le soutien de la Russie, le Mali a pu arriver à conquérir Kidal. Donc pour les autres militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, la Russie reste un partenaire de choix vers lequel il faut aller forcément si on veut atteindre aux objectifs qui sont fixés au départ. Donc Ibrahim Traoré il est dans cette logique aujourd'hui, il est en train de rompre avec la France, mais en le faisant, parce que la France aussi a ces éléments toujours sur le sol burkinabé qui ne vont pas le laisser tranquille. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a tous ces brouillards là, il y a toutes ces incongruités. C'est pour ça qu'à tout moment, il y a eu tentative de déstabilisation en fait du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, ce qu'il dit, il dit vague d'arrestation, mais on n'arrête pas tout le monde. On n'arrête pas tout le monde, ça veut dire qu'il y a une part de vérité dans ce qui est dit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, justement mal intentionnés, veulent rendre les choses encore plus compliquées, complexes aux jeunes capitaines. Donc, ce ne sont pas des arrestations arbitraires, moi, à mon niveau, selon ma grille de la lecture. Si on arrête des gens, on leur présente, on leur dit ce pourquoi ils sont arrêtés, on leur notifie leurs infractions, et puis ça s'arrête là. Et ce que, comme je le disais, c'est pas tout le monde qu'on arrête. On arrête des gens qui sont soupçonnés, des gens qu'on peut appeler qui sont dans le statut de présomption d'innocence. Consignant à côté, quand même, déjà, je pense qu'en septembre dernier, on avait parlé d'une tentative de coup d'État. C'est quand même un gouvernement de transition qui collectionne les tentatives de coup d'État. Moi, je pense au contraire de mon frère Louis que le jeune capitaine Traoré a la phobie de coup d'État. Il a la phobie de coup d'État. C'est normal, tous les dirigeants ont la phobie. Mais pour lui être très prononcé, tous ceux qui sont peut-être militaires avertis, aguerris, qui ne sont plus dans les rangs, il les soupçonne de menaces, ou constitue pour lui de menaces. Et donc à chaque fois, avec l'aide de ces activistes, on crée quelque chose et puis on arrête les gens. On finira par arrêter beaucoup de personnes au Burkina Faso. Moi, je pense qu'il n'en a pas besoin de tout ça. Il fait déjà un travail, un bon boulot. Tout le monde le sait. Il a le courage. Il a reformé, il continue de reformer l'armée burkinabé qui, entre-temps, était mal équipée, mal formée. Ça, il faut le noter. Mais il faudrait qu'il arrête certaines choses. Vous savez, il a pratiquement fermé alors beaucoup de médias. Ça, vous le savez parce que vous appartenez au monde des médias. Il a fermé un certain nombre de médias, tout ça. Et le Burkina ne va pas rester en autarcie, non. Il faut aussi la communication. Fait de bon boulot. Ce n'est pas parce qu'il a changé de partenaire militaire que voilà, le mal doit venir. Le Mali l'a fait, le ciel n'est pas tombé. Le Burkina Faso l'a fait, ce n'est pas parce qu'ils veulent s'organiser en AES. Ce n'est pas la première fois. Hein. En dehors de la CEDEAO, le Togo et le Bénin et d'autres pays ont constitué les pays de l'entente. Ah oui, personne ne s'en est pris à eux. Donc moi je dis, pour le moment qu'on arrête
d'arrêter tout le monde parce que voilà, soupçonné de terroristes et tout. Parce que... Oui, mais si les faits sont avérés, parce qu'ici on parle de services de renseignement qui étaient aux aguets, si les faits sont avérés, si les soupçons sont confirmés, est-ce qu'il ne faut pas arrêter le mal? Vous savez, parfois même l'État déjoue parfois des initiatives qui ont trait au coup d'État sans qu'on ne communique trop dessus. Voilà, parce que vous savez, plus vous le faites, c'est comme vous montrez votre manque de sérénité dans ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, Ibrahim Traoré est en train de faire un travail fantastique pour le Burkina Faso. Les Burkinabés lui seront reconnaissants. Il est le seul qui aujourd'hui inquiète les terroristes parce que va jusque dans leur dernier retranchement les inquiéter, parfois les mater en grand nombre. Aujourd'hui, je pense quand même que le Burkina Faso est en train de récupérer même certaines parties, certaines régions du territoire, ce qui n'a pas été fait sous Roch Christian Kaboré ni sous Damiba. Donc je pense qu'il est en train d'engranger beaucoup de points pour sa propre personnalité et le Burkina Faso. Et donc on arrête de cette affaire de coup d'État et s'occuper réellement. Parce que il y a une chose, aussi longtemps que vous battez pour le peuple, et quand le peuple est avec vous, je pense que les oiseaux de mauvais augure ne peuvent pas vous faire du mal. On se souvient de ce coup d'État que Bob Denard a voulu faire contre Korokou au Bénin, mais la population a été le premier obstacle de Bob Denard. Donc je pense aujourd'hui que tout le travail que le capitaine abat pour le Burkina Faso, la population burkinabé sera toujours avec lui à lui de continuer. Et je pense que aussi longtemps que la France ne va pas demander au Burkina Faso de lui donner peut-être des conseils sur les partenaires à elle, le Burkina Faso aussi n'a pas demandé conseil à la France avant de choisir ses partenaires. Ce qui est utile aujourd'hui, c'est pour tout le monde sait que le Burkina est en train de faire des avancées dans la lutte contre le terrorisme. D'accord. Louis Kamako, est-ce que vous parlerez aussi d'une sorte de paranoïa? Non, il n'y a pas de parano. Il n'est pas parano. Le capitaine n'est pas parano. C'est-à-dire que là, on parle de la sûreté de l'État. Je pense que c'est un sujet sensible. C'est-à-dire que les gens, on part sur la base de renseignements et on découvre que des gens sont en connivence avec ceux qui ne veulent pas que le Burkina Faso devienne aujourd'hui un État souverain, ceux qui ne veulent pas que le Burkina Faso en fait arrive à vaincre le terrorisme. En fait, c'est de ça qu'il est question. Donc, je disais tout à l'heure que le fait pour en fait de Burkina Faso, bien le fait pour les nouvelles autorités burkinabèses de vouloir se démarquer de la France, par exemple, constitue pour certains en fait c'est-à-dire que cette situation est mal vue par certaines personnes qui veulent à tout prix aujourd'hui mettre les bâtons dans les roues de ces dirigeants-là. Donc quand vous êtes dans cette logique, je pense qu'on ne doit pas badiner avec. Et je le disais tout à l'heure, ceux qui sont arrêtés, quand vous les voyez aussi, ce ne sont pas des menus flottants. C'est-à-dire que c'est des gros morceaux. Moi, je ne veux pas citer des noms. On connaît leur capacité de nuisance, on connaît aussi leur capacité de mobilisation. On sait à peu près ce qu'ils représentent là-bas au Burkina Faso. Et donc, quand vous êtes dans une guerre asymétrique, vous êtes dans une guerre en fait, dans une crise à dimension variable, on parle du terrorisme, je pense que c'est beaucoup d'argent qui circule. Les terroristes sont nourris, sont alimentés par des tiers. Donc maintenant, il va falloir chercher ceux-là qui les alimentent. Et c'est pour ça, je dis que on n'arrête pas n'importe qui. On arrête des gens parce qu'on a des preuves contre eux. Et donc, on n'arrête pas les gens, on les jette en prison du coup. Non, mais ils seront présentés à qui de droit et ils vont aller se défendre. Donc, je pense que jusque-là, tout est revenu dans les règles de l'art. Et on ne peut pas parler de dictature parce que la situation, elle est complexe. On est dans une situation, on parle de transition. Et quand cette transition,
à un moment donné, on doit essayer peut-être de réduire certaines libertés. Et quand on parle de réduction de certaines libertés, il faut arriver à un moment où l'État va vous demander de regarder tous dans la même direction. Oui. Voilà. Donc, c'est une situation particulière qui exige également des mesures exceptionnelles. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les gens sont arrêtés, ils ne sont pas violentés, ils ont droit à un avocat, ils vont aller se défendre devant les juridictions compétentes et on verra qui a raison ou qui a tort. Mais à ce que je sache, je pense que on ne rentre pas dans les maisons pour arrêter n'importe qui. Si on t'arrête, c'est juste parce qu'on a des preuves accablantes qui sont contre toi et que l'État va justement se constituer aussi après pour les présenter devant les juridictions. Ici, on parle donc il y a un haut gradé, hein, le lieutenant-colonel, laissez-moi retrouver le nom, le lieutenant, en tout cas le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, lieutenant-colonel Evrard Somba. On parle de casernes qui ont été contactées pour créer une sorte en tout cas semer une sorte de révolte. On parle d'acteurs de la société civile qui auraient été également contactés et de financement extérieur. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, il y a manifestement quelque part une volonté de la part de certaines puissances de déstabiliser la direction que le Burkina Faso prend? Là, je pense que ça revient peut-être aux autorités burkinabées de nous dire. De clarifier les choses, oui. Maintenant, mais ce que je dis, et ce dont je me réjouis, c'est qu'au moins on est arrivé à leur dire ce pourquoi ils sont arrêtés. Parce qu'on a vu que d'être sûr, on vous prend et on ne vous dit rien. C'est peut-être quelques jours après qu'on vous dira que vous êtes accusé de tentative de coup d'État ou bien d'atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, on leur a notifié que voilà, on a des preuves contre vous. Donc, il leur revient maintenant d'aller se défendre, d'aller nous prouver le contraire. Donc, c'est pour ça que tout sur une démarche méthodologique, en fait, aujourd'hui. Donc, et puis ce que tu viens de citer, les hauts gradés de l'armée, on sait que depuis un bon moment, ces messieurs-là ne portent pas le jeune Traoré dans leur cœur. Ouais. Donc aujourd'hui tout le monde pense que puisqu'il est là, c'est lui qui fait la pluie, le beau temps. Il y a aussi souvent dans ce genre de situation, surtout dans l'armée, en fait à une crise de leadership. La guerre de leadership, on dit que pourquoi c'est lui à cette taille-là, pourquoi c'est lui qui fait ses réformes et qui est en train d'être plante. Quoi qu'on dit, je pense que le Burkina Faso d'hier n'est plus le même Burkina Faso d'aujourd'hui. Conséquent à côté, beaucoup d'ont coulé sur le pont et tout ça c'est à mettre à l'actif du jeune capitaine Ibrahim Traoré. Conséquent Traoré, de toute façon, depuis le coup d'état du capitaine Traoré, le Burkina a montré aujourd'hui qu'il est en train complètement de changer de logique et on sait que ça ne plaît pas à tout le monde. Non, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, hein. Même dans la famille, vous pouvez être d'un même père et d'une même mère, mais parfois, quand votre réussite peut susciter de l'envie chez vos propres frères utérin et consanguins. Mais moi, je dis qu'on arrête alors de soupçonner des gens que voilà, ils sont contre nous. Non, non, ça c'est des soupçons. Ce n'est pas fondé, ces arrestations, ces enlèvements de personnalités, parce que voilà, ils ont peut-être... Vous savez, nous sommes dans une société où les critiques ne sont pas parfois destructives. Il y a certaines critiques qui amènent alors le leader à bien faire. Critique, oui, mais tentative de déstabilisation. Non, parce qu'il y a même les voix discordantes. Quand vous parlez, je n'interviens pas là. Moi, j'ai dit, parfois, au Burkina Faso, il arrive aujourd'hui que les voix discordantes sont enlevées. Et après, on les retrouve sur le champ de bataille. Ça, ce n'est pas bien. Alors, non, ce n'est pas parce que, voilà, on est en train de faire une lutte implacable contre le terrorisme qu'on doit alors réduire la liberté d'expression de trop. Non. Il y a aussi des soupçons. Hein? Il y a des personnalités qui sont enlevées, qui vous souviennent, cet ancien ministre Bassolé, qui entre-temps était enlevé de chez lui, nuitamment. À la fois dernière, c'est l'ex-directeur de la gendarmerie et quelqu'un d'autre aussi qui ont été pris parce que justement soupçonnés
d'attentats ou de préparation de coups d'État. C'est vrai que ces derniers temps, le Burkina Faso, juste après Blaise Compaoré, a connu successivement de coups d'État. Ça, c'est vrai. Même avant Blaise Compaoré, il y avait aussi coup d'État pour Thomas Sankara. Il a conduit, après il a subi un coup d'État qui a mené Roch Christian Kaboré, après c'est Damiba, après c'est Ibrahim Traoré. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il y a des gens qui sont toujours dans cette dynamique de perpétrer toujours du coup d'État. Non, il faut arrêter un peu, créer plutôt un climat de convivialité, d'union entre toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso. Et alors, partie de cette union, on peut aller alors à l'encontre de ces terroristes-là qui ne feront plus de beaux jours au Burkina Faso, vu l'artillerie que le pays dispose aujourd'hui et continue par en avoir. Voilà, donc moi j'ai dit qu'on cesse de dire que celui-ci est contre Ibrahim Traoré, qui n'aime pas la paix, après tout. Le Burkinabé n'est pas là pour être peut-être un valet de la France à perpétuité. Ouais. Voilà. D'accord. Louis Kamako. Je pense que le climat de convivialité dont parle M. Non, il n'y a pas. Il ne crée pas ça. Non, il le crée déjà. Il ne crée pas. Quand il enferme d'autres parce que il les soupçonne de ne pas être avec lui. Même les Burkinabés, il y a une partie des Burkinabés qui n'est pas d'accord avec lui sur la façon de faire. C'est pas bien. Si on interpelle pratiquement tous ceux qui peut-être non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Si quelqu'un était un officier supérieur qu'on soupçonne de ne pas être avec nous, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas aussi bien. C'est-à-dire, on n'interpelle pas parce qu'il faut interpeller. Et vous l'avez bien notifié. Vous l'avez dit tout à l'heure que on a justement notifié à ces messieurs-là ce pourquoi ils sont appelés, ils sont interpellés. Donc, c'est quoi de plus normal? Non, ça aussi, on peut toutefois trouver des chefs d'accusation, ne serait-ce que pour arrêter quelqu'un. On le fait dans les pays autocratiques, on le fait. Mais la loi leur donne le droit d'aller se défendre en fait. Et même pourquoi le priver de liberté? D'autant plus qu'il n'a rien fait. Il n'a pas passé à l'acte. C'est la procédure qui est respectée. Aujourd'hui, la société civile n'exige au Burkina Faso que vous soyez interpellé d'abord avant que vous n'arrivez... Pourquoi vous notifiez les choses qui vous sont reprochées? D'autant plus que les faits ici sont quand même graves. Si vous permettez, on va dire 2 mots sur le Niger avant de passer à la pause. Peut-être. Ah oui, 2 mots avant la pause. Le Niger annonce l'intensification de sa coopération militaire avec la Russie. Le Premier ministre Lamine Zeine est depuis le 16 janvier dernier en tournée diplomatique alors que le Niger est en difficulté financière. Le chef du gouvernement souhaite aujourd'hui diversifier ses partenariats. Le jeudi soir, il était attendu à Téhéran, en Iran. Avant cela, il s'est rendu en Turquie, en Serbie. La première étape, c'était mardi. Le Premier ministre s'est rendu en Russie, accompagné d'une forte délégation composée des ministres de la Défense, du Commerce ainsi que celui de l'Énergie et des Mines. Et à l'occasion de ce voyage, les 2 pays ont annoncé l'intensification de leur coopération militaire. Voilà, le sujet est annoncé. Je vais également annoncer la première pause et on revient dans une dizaine de minutes pour la deuxième partie.